Le plus gros lancement de podcast qu'on ait fait ever. On a pris une claque, mais telle claque. Cet événement qui a marqué l'année. Donc l'épisode avec Emmanuel Macron, le président. Bonjour. On va co-construire des trucs pour répondre à des questions qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui nous obsèdent. Et ça, on va le faire sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. On fait du beau, on fait du divertissant. On va pas faire des contenus qui sont juste face cam, on raconte un truc. Nos ambitions sont énormes. C'est-à-dire que là, je le dis, je l'assume. Même pour nous, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas. Depuis qu'on a sorti ce documentaire sur les US, moi, je ressens un peu un avant et un après. Avec Génération It Yourself, tu es maître de ta destinée. Tu es maître de ce que tu vas faire cette année. Ce qu'on veut, nous, c'est proposer du contenu qui t'enrichit et qui est good vibe. Qu'est-ce que vous faites là, Clémence Lepic ? J'aimerais bien pouvoir aller fêter Noël en famille, là. Mais il est 23 décembre, 17h59 et on commence notre enregistrement. Ok. Mais quel enregistrement ? Quel enregistrement ? L'enregistrement de l'année 2024, un peu, ou de l'année 2025 au choix. Projection. Pas rétrospective. On peut dire. Les deux. Ok. Mais projection surtout, parce que Mathieu Stéphanie ne regarde pas dans le rétro, comme vous le savez. Ça y est, on donne le ton. Allez, un premier tac. Tu pensais quoi, qu'on allait faire un épisode Pépouze au pays des bisounours, bien sûr. C'est okay. Bien mon genre, ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait en 2024 à part tacler Mathieu Stéphanie ? Pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose. Je suis partie en vacances, un peu. Ouais. Non, c'était tranquille. Hein. C'est Brésil, un long fleuve Grèce, tranquille. Espagne, Ouais. 12 mariages, du ski, plusieurs fois. Et toi, ça va ? 3 fois de tour du monde, tu veux qu'on joue à ça ? Bon, on va pas vous raconter notre vie, même si l'objectif de cet épisode, c'est de partager avec vous un peu nos ambitions, nos envies, nos peines, nos gloires, notre année, et puis ce que ça nous a inspiré, et puis ce qu'on a envie de faire là. Et où on va l'année prochaine, surtout. Exactement. Qu'est-ce qui change ? Pas mal de choses. On commence par quoi ? On va commencer par un petit récap rapide, pas tunnel, de 2024, année de zinzin, en réalité. C'était pas mal, en effet. C'était pas mal et c'était surtout assez riche en rebondissements. Bien sûr, évidemment, tous ceux qui nous écoutent déjà jusqu'à la minute 4 de cet épisode savent forcément de quoi on parle dans les gros rebondissements de l'année 2024. Mais on va quand même les repasser. Il s'est passé quoi ? Il y a eu quelques gros épisodes. Un qui a été plus visible, c'est assez marrant par on va dire, le commun des mortels, ou les gens qui sont totalement en dehors de l'univers des podcasts. En gros, on a eu 6 mois sur lequel on a fait quand même un très beau run. Ouais, quoi. Les 6 premiers mois, c'était pas un truc pépouze. Il y a eu des très bons épisodes pleins. Je pense à Laurent de Gourcuff, je pense à Clémentine Piazza, je pense à Gérard Saillant. Enfin, il y en a eu plein, je pourrais les citer, mais vraiment tous, en fait. Quand vous regardez la programmation cette année. Nicolas Bouzou, Glucose Godet, c'est mon président. Ouais. Donc voilà, il y en a vraiment plein. On s'est régalé semaine après semaine. Et puis on est parti faire le Yann GR20. Lequin aussi. Yann Lequin. Arthur, il était avant la fin. Arthur, c'était l'épisode d'avant. Épisode 400, Arthur. Et voilà. Donc on a vraiment... Et puis pour certains, Yann Lequin, Arthur, c'est des épisodes où on va les chercher loin, parce que Arthur, j'ai échangé avec lui depuis des années, littéralement. Et Arthur, typiquement, c'est un épisode cool, parce que Arthur, le présentateur télé. Alors Arthur, c'est un de nos gros coups de cœur de 2024. Beaucoup de gens voient pas qui c'est, comprennent pas, et vous l'écoutez et vous dites « Ah ouais, Arthur, ok, d'accord, je comprends, je capte. » Et voilà, et puis il y avait un projet qui occupait bien notre vie, qui était le GR20, qui était notre premier gros projet. Le gros projet vidéo. Qu'est-ce donc que cette diablerie que le GR20 ? La grande route 20 en Corse, la traversée de la Corse à pied en 7 jours au lieu de 14-15. Et d'ailleurs, t'étais où toi, Clémence Lepic, pour le GR20 ? J'avais piscine. Ouais, elle avait bien piscine. J'ai bien refusé de le faire, le GR20. Et vous étiez bien content que je sois pas là sur le GR20 au final, étant donné ce qui s'est passé en plein milieu de la C'est semaine. vrai qu'on a eu besoin de toi à Paris. Ouais, toi, t'étais content que je sois pas sur le GR20. On n'aurait peut-être pas eu donc, cet événement qui a marqué l'année pour beaucoup de l'extérieur. Pour nous aussi, évidemment, mais honnêtement, donc l'épisode avec Emmanuel Macron, le président,
regardez ce docu du Gervin si vous l'avez pas vu, parce que vous comprendrez comment ça s'est passé backstage. C'est hyper intéressant. Il faut le regarder. Et c'est en 3 parties de 20 minutes, c'est ça Ouais. Le Gervin. Moi, j'ai trop kiffé le documentaire. J'étais pas du tout dans la prod de ce format, de ce contenu pour le coup, pour une fois. Et je l'ai vu donc d'un point de vue public, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et voilà, parce que c'est drôle, tu vois un peu les étapes c'est de plus en plus dur, de plus en plus intense. Et au milieu, un espèce de gros boom, retournement de situation, rapatriement de Mathieu à Paris. Avec une équipe de ouf, Augustin, Axel, Christopher qui étaient avec nous aux US, on y reviendra. Et puis Lauriane et Bart. Lauriane et Bart, voilà. Donc voilà, un shift qui a été assez spécial. On a enregistré le 21 juin avec Emmanuel Macron. On l'a sorti 4 jours plus tard. Et entre-temps, moi, je suis retourné en Corse. Donc, en plus, c'était quand même bien le souk. Et derrière, un tsunami de travail, d'exposition, de visibilité, de médias. Parce que c'était, comme tout le monde le sait, à une période très chaude politiquement, entre dissolution, premier, deuxième tour des élections législatives, etc. Donc, voilà, juste avant les JO, ouais. Sur lequel nous, en plus, on était hyper enthousiastes, les JO. On a pris une claque, mais telle claque, avec Thomas Joly. En parlant des JO, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine ? Alors, je crois qu'au moment où on sortira cet épisode, il sera déjà sorti, non ? Oui. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière ? On l'a refait, mais Thomas Joly. Et voilà, on avait fait Thierry Reboul 1 an et demi avant. Et c'est hyper intéressant d'avoir fait ces 2 épisodes qui, on va dire, enrobent les JO, qui étaient plus sur la prod avec Thierry Reboul et celui sur l'artistique avec Thomas Joly. Et donc voilà, on a passé un été à la fois en suspens, avec en plus des épisodes de ouf, on y reviendra tout à l'heure, Alexandre Jardin, Chloé McIntosh, etc. Donc un peu en lévitation, et à la fois aussi en PLS, parce que tellement de boulot, moi j'avais un marathon, tellement de... Moi, je suis arrivé sur les vacances en rotule, sur les rotules vacances. Wow. Et voilà, je vais arriver aussi sur les vacances là. En rotule. Et en revanche, c'est pas comme si on avait chômé après en plus, quoi. Septembre, octobre, novembre, décembre, en fait. Alors septembre, octobre, novembre, décembre, donc ils sont en train de se clôturer. On enregistre donc fin décembre 2024. C'était peut-être le run le plus intense. C'était plus intense que les 6 mois avant l'été. Franchement, pour Génération Do It Yourself, en fait. On n'a rien lâché sur la programmation. On a eu des très beaux noms, des très beaux épisodes. On n'a pas arrêté et on a surtout préparé ce voyage aux États-Unis. Ça nous a pris pas mal de temps. On est parti pendant 2 semaines et ensuite on est rentré début novembre et le mois qui a suivi, c'était de la post-prod et de la préparation. Donc tout ça, plus ça, quand même, depuis qu'on a sorti ce documentaire sur les US, moi je ressens un peu un avant et un après, notamment sur assumer nos ambitions sur la vidéo, on en reparlera. Mais ça, c'est un gros point de bascule aussi de 2024. Je pense qu'il y a assumer nos ambitions et aussi, même si on fait tout depuis longtemps pour faire fi de la perception extérieure de ce qu'on est et de ce qu'on fait, je crois qu'avec le Eldorado, le film sur les US, beaucoup de gens autour de nous ont compris ce qu'on allait faire et enfin, tu vois, on est passé sur une étape d'après. Quels étaient nos objectifs sur les formats vidéo ? On va les expliquer un peu clairement aussi. Mais tu vois, on en parlait avant, c'était un peu abstrait pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? C'est quoi ? C'est un docu ? C'est de l'entertainment ? C'est un format YouTube qui va... Donc on va y revenir, mais qui va changer un peu la donne. Mais pour faire 1 seconde de post-rationalisation à 2 balles, notre épisode de bilan de l'année dernière s'appelait 2024, le point de bascule, pour l'interrogation. Je crois qu'on était... on a basculé. C'est bon, je te confirme. C'est-à-dire que toi, il s'est quand même passé un autre truc qui, finalement, n'est qu'un élément, mais pourrait être raconté comme le catalyseur de ce changement et de ce point de bascule. C'est que tu as vendu ta boîte ton agence, Cosa Vostra, que tu as achevé de vendre en fin septembre. 30 septembre. Après 6 mois de négo, de deal, qui sont des choses normales. Et ça, maintenant, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu n'es plus entrepreneur, mais
Maintenant, c'est la création de contenu et on l'assume. Et c'est, tu repars pas à zéro, mais tu repars pour 10 ans de voyage dans une nouvelle direction. De nouvelles entreprises, ça c'est clair. La création de contenu. C'est un vrai gros changement. Quand les même, Américains parlent de creators economy. Je considère complètement être totalement entrepreneur. Et toi aussi, je pense, d'ailleurs, dans l'aventure. Mais si, t'en fais partie, je pense, de l'entrepreneuriat là-dedans. Et après, tu vois, en plus, il y a eu la vente de Cosa Vostra. C'est quand même un gros délire psychologique, mais aussi de travail. La cession d'une boîte en termes de volume de travail, c'est juste phénoménal. Tu fais bosser beaucoup de monde autour de toi. Tu as beaucoup de négo. Sachant qu'en plus, je la vends à Laurent Kretz, un de mes anciens associés. Donc, tu as des histoires de personnes, des choses comme ça. Donc, il faut réussir à le faire habilement sans que ça se tende. Et c'est pas toujours facile. Tu as des avocats, tu as des tas de gens qui rentrent en jeu, tu as de l'argent. Et ça, c'est bien terminé. So far, so good. Et après, il y a OVNI. Et il y a WeVest. Tu vois, en fait, OVNI, quand même, au moment où, mine de rien, pour beaucoup, c'est leur seul. Alors, heureusement, j'ai des bons associés et qui sont des gens incroyables. Tu connais Augustin, tu connais Arnaud Laurent, mais on peut mentionner Thomas aussi. Mais en fait, OVNI, mine de rien, on va clôturer le fonds à 50 millions. C'est le plus gros fonds seed VC numéro 1. C'est-à-dire que c'est le premier fonds qu'on ouvre en France sur 2024. C'est de la folie. Rien que ça, c'est vraiment... on le parle un peu comme si c'était un side, un truc numéro 2, mais non, c'est numéro... c'est numéro 1 bis, c'est énorme, quoi. Oui, mais ça, c'est pas... je veux dire... toi, tu es très impliqué là-dedans, mais pas opérationnellement. C'est pas mon quotidien. Non, et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, je veux dire, il faut aussi expliquer aux gens où sont tes objectifs dans le run, quoi. Tu vois, tout à fait, mais mes objectifs sont dans la production vidéo, dans la visibilité, etc. Mais typiquement, dans OVNI, mes objectifs, ils seront... cette année, ils étaient d'aller chercher de l'argent avec mes associés, et on a réussi. 50 millions, c'est le plus gros fonds. L'année prochaine... ils seront de faire venir des dossiers, donc ce que tu appelles des decks, pour avoir des entreprises qui veulent qu'on investisse chez eux. Vous avez une boîte tech, deep tech, à vocation mondiale. C'est que tech, deep tech. Tech, deep tech, vocation mondiale, très internationale. Vous voulez être leader mondial sur un truc, vous avez une très, 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 très grosse ambition. Et, question. Ouais. T'as pas peur d'avoir que des entreprises, des startups qui font des SaaS dans ton deal flow ? Pour l'instant, juste pour te donner un exemple... on a une boîte, c'est des anciens du CNRS, elle s'appelle Encodine. Je te le fais pas de tunnel, ne t'inquiète pas. Ils font des cartes à puce. Tu vois ce que c'est ? Tu vois ce que c'est une carte à puce que tu mets. Donc c'est une carte Pokémon. Et donc tu mets ça dans des, je sais pas moi, des ordinateurs, des choses comme ça. Et sur les circuits imprimés, tu as du cuivre. Eux, à la place du cuivre, ils te mettent de la fibre optique. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va beaucoup plus vite, ça chauffe pas, ça consomme moins d'énergie. Et ça, tous les gens qui sont dans l'IA, tous les Nvidia, les gens comme ça les rend ouf. Bon, bah ça, c'est un truc. Ils viennent du CNRS, ils sortent la techno, ils arrivent, nous, on les accompagne pour faire leur premier POC. Et après, ils lèvent un deuxième round. Et nous, l'objectif, c'est d'arriver et de créer un acteur mondial là-dessus. Donc ça, il y en a plein et c'est pas du tout du business, SaaS, software, etc. Ça, vous allez en faire quoi, des deals qui viennent comme ça sur la table ? Eh ben, nous, on investit entre 500 et 2 millions. Les SaaS, ça quoi, dépend. Votre philosophie ? Ça, c'est tech, c'est pas deep tech. Donc ça, à part certains qu'on peut faire, il y en a qui sont vraiment très, très, très ambitieux avec des... l'idée, c'est plutôt d'aller sur des choses plus deep tech. Parce que le SaaS a un problème, c'est qu'il risque d'être balayé par la vague d'IA qui est en train d'arriver. D'où ma question. Et les boîtes pas tech, vous les balayez directement, il n'y a pas de place. C'est pas qu'on les balaye, après on les... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous, c'est pas votre truc. On peut les regarder autrement, mais là, on m'a proposé un truc du genre... tu vois, BAM Karaoké, mais sur d'autres choses. Je trouve ça absolument génial. C'est des mecs extraordinaires qui font ça. Mais bon... faut faire des choix. Okay. Voilà, et WeVest, qui est le prochain qui arrive, j'en parlerai début 2025. Mais voilà, donc, et ça, ce sont des choses sur lesquelles on passe quand même pas mal de temps. Mais on va parler contenu plutôt, quoi. Dans les nouveaux contenus, il y a un dernier petit truc aussi. Ouais, il y a un dernier petit truc que tu connais peut-être bien, non ? Je sais pas si tu en as entendu parler. Une couverture orange. Ça me dit rien. Ouais. Je déteste l'orange en plus. Le plus gros, c'est vrai ? Non. Le plus gros lancement de podcast qu'on ait fait jamais, ever, avec Orso, même sur tous les podcasts autour de moi. On a lancé il y a combien de temps ? Combien ça gagne ? Début novembre. On l'a lancé la veille une semaine avant le départ aux États-Unis. Il y a 50 jours.
Ouais, non, 7 novembre, on a lancé. Entre 7 et 10 novembre. 40 jours, ok. Donc, au moment où on parle, on est quasiment à 100 000 écoutes. Ouais. Donc 100 000 écoutes, 8 épisodes. Hein. L'épisode 8 n'est pas encore sorti, il sera après-demain. Et voilà, on a une journaliste des Échos hier qui mettait que c'était son podcast préféré. Je disais double chapeau bas, alors Clémence qui a toujours tendance à se diminuer, dit oui, ça va, bon, machin. Je dis non, les journalistes, en fait, rarement ils mettent en avant un podcast de quelqu'un qui n'est pas nécessairement journaliste. Donc voilà, tu progresses à chaque épisode. Bravo. Non, moi, je suis très... Ah, tu les écoutes? Pas tous, j'en ai écouté 6 sur 8, je pense. Okay. Et encore un ce matin. Et le Pizzaiolo. Et voilà, ils sont mis en avant partout. Et moi, je trouve ça vraiment extra. Et voilà, ça t'éclate ou pas? Ça te plaît? Ouais, c'est dur. Le rythme est dur. Et le rodage est difficile. En fait, quand tu lances un podcast, au début, t'es vachement sous le radar. Nous, on a eu ce problème de riche de n'avoir pas été sous le radar dès le début, propulsé par... Ce qui te met plus de pression? Oui, parce qu'en fait, on n'est pas sur un... T'as pas l'impression d'être en rodage? T'es pas en mode low profile? Bah non. Enfin, si, je suis low profile par rapport aux ambitions qu'on se met et là où on sait que ce podcast peut aller. Mais en soi, je suis en rodage dans le contenu, mais c'est déjà très très visible, tu vois. Donc c'est un peu... Moi, ce qui me fait flipper là-dedans, c'est que je me dis, il y a plein de gens qui vont trouver que le niveau est trop bas. Et du coup, ils vont churner, enfin ils vont partir, ils vont dire c'est dommage, l'idée était bien, mais en fait le contenu est pas au niveau. Alors que j'ai envie de dire accroche-toi, je te jure, ça va être mieux. Alors faut voir. Non, mais juste une petite précision, c'est pas du tout nul, hein, c'est parce que le message que je veux faire passer. Ce podcast et moi je suis très contente de faire ce podcast et je pense qu'il a un avenir radieux devant lui. Maintenant, on est sur un business où, c'est un format dans lequel, voilà, il faut être super précis et réussir à avoir les bons chiffres, les bonnes infos. Et ce qui va vraiment permettre à tout le monde de se projeter. On est dans un format qui est très précis, qui est timé. La promesse, c'est d'expliquer combien ça gagne. Le business, l'industrie, le secteur, la personne. Un photographe de mariage de luxe. Voilà, mais pas de raconter la vie de la personne pendant des heures. Et donc, en fait, tu vois, c'est pas le podcast le plus simple à faire. C'est pour ça que je dis que je suis en rodage. C'est juste ça. Et donc, ça peut aller de, effectivement, boulanger, pizzaiolo, pharmacien, photographe de mariage. J'ai un menuisier là qui arrive. J'ai fait un artisan couvre-feu. Enfin, tous les métiers vont y passer. Et a priori, tous les métiers vont y passer au moins 2 fois. Ouais. Fin de la page de pub. Non, c'est pas une page de pub. Moi, je trouve que... alors, c'est intéressant parce que ça fait partie des projets qu'on a, hein, de prod de nouveaux formats. Tout à fait, surtout en vidéo. Avec et sans nous à l'intérieur, hein, d'ailleurs, parce que moi, je tiens à dire que je suis hyper fier de participer à combien ça gagne, à la conception, et puis au lancement et au suivi, de t'épauler là-dessus. Mais je suis aussi très content de ne pas être dedans, finalement, et d'en développer de plus en plus. La pression que tu te mets là-dessus, elle est normale. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que, tu vois, sur La Martingale, qui est mon 2e podcast, pendant longtemps... Bon, t'as un 2e podcast qui cartonne, je tiens à le dire, qui cartonne cette année. C'est pas le podcast qui est juste derrière moi dans le classement des podcasts. Attention, parce que si on compare les audiences réellement... C'est fou, il arrive même pas à juste prendre la vanne et la laisser passer, il est obligé de... Et donc... non, mais ce que je veux dire, c'est que... Écoutez combien ça gagne. la martingale... Non, mais je veux parler de la martingale, de combien ça gagne en disant ça, c'est que j'ai commencé en étant nul sur les finances perso. Et le postulat de départ, c'est de dire je suis nul, mais je vais m'améliorer. Et toi, il y a un peu ce complexe de se dire... je suis nul, mais je vais m'améliorer. Non, mais te dire en fait, sur l'EBITDA, le chiffre d'affaires, les choses, les calculs, le mode... Et en fait, moi, je le vois d'épisode en épisode, tu progresses, mais moi, je trouve ça cool. À partir du moment où on a des gens qui écoutent et qui sont bienveillants et sympas, et les autres, on s'en fout qu'ils aillent écouter autre chose, c'est pas grave, c'est leur problème. Et ben, à un moment... En fait, ils voient que tu progresses et ils progressent avec toi. Et moi, je trouve ça... Mais en fait, c'est ça qui est génial dans ces formats. C'est que t'es au 8e épisode, t'es plus du tout la même qu'au premier. Et je te donne rendez-vous dans 42 épisodes quand tu seras au 50e et tu verras la maîtrise que tu auras de tout ça. C'est ça qui est cool dans ces formats concrets et dans les partages, je pense, assez authentiques. Je te propose qu'on revienne... À tout ça après, sur ce qu'on veut faire d'autre dans le même délire.
On va Ouais, faire t'as un truc en tête, ok. On va faire un petit chapitre, tout petit, évidemment, sur les... Bienvenue au royaume du tunnel. On va faire un petit chapitre sur les apprentissages et les phrases qui nous ont un peu retourné le cerveau dans des épisodes cette année, ou des phrases en fait qui sont restées. Qu'est-ce que je fais ? Je baisse les écrans pour qu'ils nous viennent sans qu'on regarde trop Oh, à regarder. trop Vas-y. dur comme exercice. Qui sont restés avec nous pendant des semaines après les épisodes. Et donc, on en a certains, on a envie de les repartager, de les remettre en avant parce qu'on a vraiment kiffé. Avant d'être sûr de ne pas en avoir oublié, parce qu'on en a noté certains sur nos écrans, moi je voudrais, tu vois, te dire ceux qui me viennent le plus en tête. Allez. Direct. Il y en a un exceptionnel, Stanislas Niokchato, le patron de Doctolib, qui vient sur Génération Do It Yourself. Stan, il est bègue, ça fait des années qu'on en parle, il a fait très peu de contenu comme ça, et il est d'une sympathie, d'une humilité, d'une accessibilité hallucinante. Et en fait, dans cet épisode, il raconte un truc très important. Donc Doctolib, tout le monde connaît maintenant, c'est énorme, hein, c'est une boîte qui vaut 5 milliards, qui est, enfin, voilà, Une des plus belles réussites françaises. Ouais. Hein. Et Stan, il dit, moi, en fait, récemment, j'ai décidé que j'allais redevenir CPO, le Chief Product Officer, donc directeur produit. Donc non seulement il a sa casquette de directeur général, de PDG, mais en plus, il redescend au produit. Et je lui ai reparlé la semaine d'après, et puis j'ai parlé à d'autres gens qui m'ont dit, ah bah oui, c'est vrai, il est venu me voir à Nantes, ou il est venu me voir... Et en fait, toutes les semaines, il fait au moins 2 rendez-vous avec des clients pour comprendre... Avec des clients qui sont donc des médecins. Des médecins, des dentistes, etc. Mais pas que à Paris, dans toute la France, pour comprendre comment il l'utilise, comment il peut s'améliorer, comment... Voilà. Et tu dis, mais il y a tellement de patrons, de patronnes, de gens qui décrochent, en fait, de la réalité, qui vont pas dans l'arène. Et lui, tu te dis, mais attends... Lui, il sait que c'est en fait comme ça que son entreprise réussira à... Et progresse. Ouais. Et donc voilà, c'est l'écoute des gens. Et moi, cet épisode, il m'a tellement plu. Mais tellement plu. Il y en a un autre qui était un de nos vraiment préférés de l'année sur des univers qui sont plus directement liés à nos business. Mais c'est Arthur. Ah, on en parlait tout à l'heure. Arthur, qu'est-ce qu'il a dit qui nous a marqué, Arthur ? Arthur, il parle de... Alors, il y a Arthur déjà, hein, donc là, Arthur et les pirates. Hein, donc Arthur, tu dis, on a fait un épisode avec Arthur, les gens se disent souvent... le présentateur télé. Arthur, le présentateur enfant de la télé. T'as envie de leur dire, en fait... Oui, ou le producteur le plus puissant de France, ou presque. Ouais. Un des plus... En fait, on ne sait pas ça... Le grand public ne sait pas ça sur Arthur, mais c'est un des producteurs les plus successful et les plus prolifiques en France. Ouais, et ce qui est intéressant chez lui, pour beaucoup de gens qui créent du contenu, et ce nouveau game dans lequel on rentre, qui est la création de contenu digital, lui vient d'une génération comment t'appelles ça, des radios libres. Les années 80 arrivent... Radio Pirate. Les radios pirates, ce qu'on appelait les radios libres, et lui, il est arrivé là-dedans. Et puis, il a fait radio pirate, radio un peu plus structurée, des énergies, des choses comme ça. Puis, il en a racheté une. Puis, il s'est mis à produire des contenus, puis de la télé, puis etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'empereur du truc. Et en fait, on est dans une phase identique. Selon moi, on est dans une phase identique. La création de contenu, YouTube, les podcasts, Instagram, etc. Et lui, quand tu te remets dans ce game-là 30 ans après, tu te dis l'obsession que tu dois avoir, ce qu'il appelle l'IP, la propriété intellectuelle, intellectual property. Donc l'idée, c'est de se dire, tu dois être obsédé par être propriétaire de tes contenus et des concepts, et développer des concepts qui peuvent se démultiplier à l'étranger aussi. Ouais, et ça, c'est le gros truc qui est en train de se passer et qu'on voit avec tous les youtubeurs. En fait, YouTube est en train de devenir est déjà une vraie plateforme de streaming, c'est-à-dire que maintenant et de plus en plus, alors avant, en fait, t'as plein de gens qui sont plus jeunes que moi, la génération juste après, qui disent non mais en fait ça fait des années que c'est une plateforme de streaming. Ok, mais en fait pour plein de gens de ma génération et de celles au-dessus, YouTube n'est pas vraiment considéré et n'est pas vraiment utilisé dans les usages comme une plateforme de streaming. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que tous les formats sont en train de se développer de plus en plus sur YouTube pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde et que ce soit vraiment cette espèce de Netflix gratuit de la production de contenu et pas seulement un laboratoire. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'importance d'être propriétaire de ces IP, c'est exactement grâce à YouTube ou à produire son contenu sur YouTube que tu peux être totalement propriétaire de ce que tu fais versus devoir
Et c'est hyper intéressant. Alors là, peut-être que c'est pour nous, mais ceux que ça intéresse autour des contenus, moi je vais faire un rebond sur l'épisode avec Inoxtag, qui est quand même l'événement média de l'année. Kaizen, voilà, il a choisi un podcast, il est venu chez nous. Et voilà, et bravo Clem, et merci Michel chez Webedia. C'est que là-dessus, Inoxtag, en fait, il a réussi à inverser tout ce qui se faisait. Par la puissance de ces... Inverser la chronologie des médias. Exactement. La chronologie des médias, c'est qui sort au cinéma, quand, comment, combien de temps il y a, etc. Et en fait, lui, il dit, il a un peu tordu le bras à TF1, quelque part. Il leur a dit, les amis, en fait, ça sortira d'abord en cinéma, le lendemain sur ma chaîne YouTube, et une semaine après chez vous sur TF1. Ils n'ont pas le choix. Alors que nous, quand on échange avec des gens de la télé, qu'on aime beaucoup, on aimerait bien faire des choses comme ça. Mais, ou même des plateformes, en fait, souvent on te dit, il faut que tu passes par un producteur, et puis ton IP, la propriété intellectuelle, elle est à moi. Elle est à moi, elle est plus à toi. Donc j'adore ton idée, c'est super, on va la développer ensemble, mais en revanche maintenant c'est la mienne. Et là tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Et potentiellement, c'est intéressant parce qu'en termes d'exposition, c'est super bien. Ça peut peut-être te permettre de faire d'autres projets. Mais nous, on hésite un peu, en fait. Je veux dire, on n'hésite plus, d'ailleurs. Ouais, on n'hésite pas. Moi, je trouve pas qu'on hésite, en fait, pour l'instant. Mais nous, on est encore en phase de test là-dessus. Mais on est en train de faire une méga digression, là, par contre. Non, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que... Non, parce que je suis pas d'accord. On est en phase de test, c'est-à-dire qu'on a besoin de grossir, de grandir et de se professionnaliser sur des formats vidéo, parce qu'on a plein de formats vidéo auxquels on croit très fort, qu'on va développer, on en parlera après. Et en fait, nous, pour l'instant, et peut-être pour toujours, on ne sait pas, mais c'est très, très, très important pour nous d'être 100% propriétaire de tout ce qu'on produit, parce que c'est littéralement la base de ce qu'on appelle le back catalogue qu'on est en train de construire et de faire grossir. Et on a plein de choses à prouver à ce niveau-là, et on doit d'abord sortir nos formats, tu vois. Exactement. Et donc, la question, c'est est-ce que je fais d'abord de la télé pour grossir, être visible et grossir ensuite sur les réseaux sociaux, ou alors je fais d'abord mes réseaux sociaux pour ensuite éventuellement négocier des choses avec la télé. Mais ça, numéro 2 et donc voilà, on digresse pas tant que ça parce que pour moi, c'est le lien entre les épisodes d'Arthur et d'Inoxtag. Les autres... Moi, je pense à Nicolas Santiveille, d'Ami. Nicolas Santiveille, l'apprentissage le plus fun, le plus cool, le plus rigolo de cet épisode, c'est si tu n'arrives pas à en faire un client, fais-en un ami. Oui, okay, et c'est même pas juste une vanne vis-à-vis du nom de sa marque, qui est donc Ami. Nicolas Santiveille étant le patron de cette marque. Mais c'est juste... et en fait, c'est vrai dans sa vie à lui. C'est-à-dire, lui, s'il a rien à faire en termes de business avec quelqu'un, de collaboration ou quoi, et ça va devenir son pote. Ouais, nous on est devenus presque potes avec lui, on s'entend bien. Voilà, on est plus qu'on est potes, grave. On est potes, c'est vrai, on a fait des teufs avec lui, etc. C'est marrant, un gros fêtard aussi, que ce soit chez Ami ou puis après. Dans l'épisode, il parle du concert des Invincibles qui a été réalisé ensuite, la date qui a été diffusée jeudi dernier sur W9. Sur W9, t'as raison, filmé avec Ophélie Meunier. Et donc, non, mais Nicolas, il est extra. Je sais pas, encore une fois, on en parle avec Amanda Sters, mais comment ils font ces gens pour avoir des journées de 48 heures mais Nicolas, c'est hallucinant l'énergie qu'il a, et puis il a 3 enfants, je crois, en plus. Non, mais c'est vraiment, vraiment fou. Moi, j'aimais aussi son aventure très internationale, et puis sa résilience, et puis le passage de Couples à Ami. Mais il a une espèce de énergie bonhomie que... Moi, j'adore inventer des mots. Tu vois, il a une candeur. Voilà, merci. Une candeur, mais ça m'être au quotidien, d'être toujours là, smile, tout le temps, tac, 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 on n'arrête pas, jamais. Ouais. Et ça, il y a un côté un peu... Alors, la personne que je vais citer juste après est plus force tranquille que ça, mais à cette même candeur, good vibes dans toutes circonstances, c'est Pascal Rigaud. Oh. Pascal Rigaud... retournement de cerveau complet cet épisode. Moi, un de mes coups de cœur. Pour moi, c'est ce que je voulais te dire là-dessus. C'est alors, un peu bizarre peut-être de faire ce genre de comparaison. C'est le Frédéric Bius de 2024. Je dis ça pourquoi ? Parce que Frédéric Bius, c'est l'épisode préféré de beaucoup de gens qui écoutent Génération Do It Yourself régulièrement. Et parce que c'est un épisode qui est très émouvant malgré lui. La sensibilité de Frédéric Bius transpire vachement dans cet épisode, et moi j'ai retrouvé la même chose chez Pascal Rigaud. Je suis d'accord. Et puis alors Pascal Rigaud, comme mon ami boulanger,
les gens pensent que c'est le fondateur de Boulanger ou ils comprennent pas que c'est un... Ah, c'est vrai ? Mais il y a en tout cas des gens qui l'ont pas écouté. Mais si vous l'avez pas écouté, juste... ne réfléchissez plus. Ouais. Donc, si vous en cherchez un dans les récents à écouter, c'est celui-là. Et voilà, Amanda Sters aussi. Hein, Amanda Sters. et les deux sont potes en plus. Elle le dit dans son épisode qu'elle est pote avec Pascal Rigaud. Non, mais le mec, il vend sa boîte 100 millions à Starbucks, qui voulait juste avoir Pascal Rigaud, hein, en vrai. Et puis, il te dit, j'y ai passé 5 ans. Faut quand même, pour vous donner vraiment le niveau du bonhomme, j'y ai passé 5 ans. Au bout de 5 ans, je suis parti. Il avait 100 millions sur son compte. Hein, et il s'est dit, il nous dit, mais je regrette d'être parti. Parce que c'est tellement une boîte de ouf, avec tellement d'ambition. Il a aidé à passer le food chez Starbucks de 1 milliard à 6 milliards en 5 ans. Vous imaginez la création de valeur. C'est un fou furieux et il a sympa. fait accepter des trucs, mais de dingue. Et puis son côté orphelin à 16 ans, tu sens qu'il n'a pas complètement post-rationalisé. Il me dit, j'étais pas vraiment orphelin. Bah, quand même, si, en vrai. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Au bout d'une heure de discussion, il te sort ça. La force. Non, c'était fou. Cet été, on a vite fait toucher du doigt, mais on a fait quand même 2 épisodes avec des artistes. Des zinzins. Ouais, des zinzins. Bah, c'est pas les mêmes niveaux de zinzin. Je pense qu'Alexandre Jardin, on est fou. Marie, elle était Marie sans filtre juste après le président, et Alexandre Jardin en août, c'est ça ? Ouais, qui est sorti en août. Alors ça, les deux, c'était... Moi, ils m'ont fait beaucoup de bien. Et ils m'ont envoyé sur une autre planète. En revanche, je sais pas... tu te dis qu'ils ont tellement raison quand tu y repenses et que tu les réécoutes qu'on devrait tous être comme ça et qu'à la fois... est-ce que c'est réaliste ? C'est compliqué. En gros, en substance, ce qu'ont en commun dans les discours de Marie Saint-Filtre et d'Alexandre Jardin, qui sont quand même 2 personnes qui n'ont rien à voir, c'est ne pas laisser sa vie être gouvernée par la peur, et à l'inverse, laisser sa vie être gouvernée par ses désirs. Et donc arrêter d'avoir peur de tout le temps. Marie Saint-Filtre, c'est sous le prisme de oser. Alexandre Jardin, c'est sous le prisme de que la folie et les désirs, quels qu'ils soient, gouvernent ta vie, et le reste, on s'en fout. En gros, le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous les deux complètement barrés, on peut le dire, avec toute bienveillance et sympathie. Mais en fait, c'est aussi, moi, j'ai aussi envie de dire un truc là-dessus, c'est que c'est des artistes. Je veux dire, eux, ce discours, je dis pas que leur discours est pas vrai, mais dans le sens où eux, ces discours-là, ils les exacerbent volontairement, parce que c'est aussi leur métier, et tu vois. Je suis d'accord et pas d'accord. Qui nous a dit récemment qu'un entrepreneur était un artiste ? C'est Arthur Benzaken, il a pas exactement dit comme ça, mais c'était l'image qu'il voulait, l'histoire qu'il voulait raconter. Mais moi, je pense que, en fait, ça fait un bien fou, en particulier sur Génération du Yourself, mais dans la vie en général, d'entendre des gens comme ça, pour te rappeler que, ça voulait chakra, bien sûr, en fait, ta vie, elle doit pas être faite que de PowerPoint et je dois faire plus et plus d'argent et plus. Non, juste. Et à un moment, kiff. Bah ouais, mais tu vois, moi je pense que l'impact que ça a eu sur nous cette année et sur l'année à venir, potentiellement, moi en tout cas, l'impact il est énorme. Il est énorme parce qu'en fait, la vie elle passe vite et qu'en fait, voilà, excuse-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais eux ils te rappellent un truc et à la fois tu sens que leur vie est pas forcément simple. Mais en revanche, ils ont mis ce curseur à fond. Et je pense que dans le do it yourself, il y a un moment où il faut être capable de se dire ok, moi mon curseur aussi je vais le mettre à fond. Et à toi de choisir où et comment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? J'en ai un sans regarder l'écran. Là ça y est, t'as ouvert l'écran. Je m'en fous, je triche. Alors je voudrais juste faire revenir. Moi j'ai eu les médecins. Les 2 médecins. J'ai eu 2 médecins allez. exceptionnels. Allez, je te donne le floor pour les Gaillard et Saillant. Gérard Saillant et Raphaël Gaillard. J'ai inversé. Mais les deux liés plus ou moins au cerveau, à la performance, Institut du cerveau, donc, psychiatrie. Alors, je t'explique juste qui est Gérard Saillant. Gérard Saillant, c'était le chirurgien star de toute l'équipe de France de foot, de tous les footballeurs en fait, et de tous les pilotes automobiles. De Schumacher. Voilà. Et il a créé aussi l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il l'a créé... bref, le truc est énorme 80 ans plus, le mec il nous explique quand même comment il est passé de 7 heures à 4 heures de sommeil dans l'épisode. Voilà, donc ça c'est le gros fun fact. Quoi, 2 minutes par semaine 3 minutes par semaine. En gros, en 3 ans.
Donc ça, 2 masterclass très précises de Gérard Saillant, donc c'est la page de pub. En gros, en 3 ans, tu dors 5 minutes de moins par semaine ou 3 minutes de moins par semaine. Mais alors, ça implique de se coucher tous les jours à la même heure et de se lever tous les jours à la même heure. Donc, en fait, c'est quand même, il faut quand même avoir une vie un peu d'ascèse, quoi. Mais bon, tu t'enlèves 3 minutes de sommeil par semaine et tu passes de 7 heures à 4 heures de sommeil en 3 ans. Sans douleur. Sans aucune douleur. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, le mec, il a 80 ans, il est en pleine forme et tout. Et il t'explique qu'il a fait plein de marathons, qu'il courait beaucoup et que son temps au marathon, c'était 2h38. Donc, j'allais dire 2h37, mais oui, c'est ça. Donc voilà, courir en marathon en moins de 3 heures, mais relax, quoi. Enfin, quasi 2h30, pas de problème. Et tu lui demandes comment il a fait. Technique casquette verte, je ne m'entraîne pas, je cours. En gros, tous les jours, entre 5h et 6h du matin, il courait 12 bornes en 1 heure. Tous les jours, sans aucune exception. Et voilà. Voilà comment méthode faire. qui te plairait bien d'ailleurs. Ouais, j'y ai pensé. Plutôt que du fractionné et de la faute du mois mental. On va parler marathon tout à l'heure. Ouais. Ok, et voilà. Et Raphaël. Et donc Raphaël Gaillard. Raphaël Gaillard. Donc, faut voir que les deux, quand on parle. Raphaël Gaillard, qui est un des plus grands psychiatres français. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Quand on parle à des gens qui connaissent un peu le secteur, enfin, Raphaël, c'est une star, quoi. Et. On parle de l'homme augmenté, des puces dans le cerveau, ça c'est dans la deuxième partie du podcast, mais on parle justement de la médication, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais des médicaments dans la psychiatrie, des électrochocs qui reviennent dans les 2 cas sur le devant de la scène. Il explique tout ça et c'est un type sensé. Il est quand même le plus jeune académicien de l'Académie française. Le mec est vraiment incroyable. Et le nombre de personnes... Alors, ce qui est drôle, c'est que ce genre d'épisode paraît peut-être un peu inaccessible. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, alors qu'il l'est pas. Non, moi, j'ai pas trouvé ça inaccessible du tout. Non, mais au début, t'as peut-être pas envie de presser, de mettre play. Non, moins, mais après, c'est les goûts et les couleurs. Mais il raconte quand même plein d'histoires qui sont aussi des... Enfin, il livre aussi ses apprentissages par le travers de plein d'anecdotes qui sont... que tu as envie d'entendre, quoi. Enfin, des choses très intéressantes et tout. Il a fait des tests pour ses recherches. Il a testé tous les psychotropes de l'univers. Enfin bon, il raconte des trucs. Moi, je trouve que ça vaut le détour quand même. Mais non, mais ça. Mais en fait, il faut l'écouter pour comprendre. C'est accessible. Ça s'écoute en voiture, en courant. Mais c'est vraiment des super épisodes. On en a d'autres. En cascade. Alors, je t'en donne 2-3 autres. Et tu commentes pas. James Dyson, Mathias Dandois, Clémentine Piazza, qui je pourrais te dire d'autres, et Sean Rad. Moi, il y a des trucs que j'ai quand même vraiment kiffé chez Sean Rad, le fondateur de Tinder. Ok, une phrase par personne parce qu'il faut qu'on avance. Qu'est-ce que tu me dis sur James Dyson? James Dyson, mais tellement incroyable. Oui, le mec des aspirateurs. Mais l'échec, quoi. Le mec, il perd 650 millions d'euros sur sa voiture et il nous le dit quasiment en souriant. Et en fait, tu vois, lui... C'était dur, hein, mais en fait, il t'explique qu'il ne regrette pas cet échec. C'est plutôt ça, l'histoire. Et en fait, voilà, tu vois, beaucoup de gens, on va dire, oui, l'entrepreneur, le mythe de l'échec, etc. Bah, lui, en fait, c'est vraiment par A plus B. Il n'y a pas de débat, en fait. Et il te dit, bah, moi, son livre, ça devait s'appeler comment ? Une vie d'échec. Une vie d'échec, ouais. Learning through failure. Ça, c'est Life of Failure. Et voilà, et donc son éditeur n'a pas voulu, mais il est vraiment à fond là-dedans, quoi. Et quand tu t'en inspires et que tu vois son âge, tu te dis, mais moi aussi, je veux faire plus d'échecs, ça fait partie du délire. T'avais qui d'autre ensuite ? Mathias Dandois, en 2 secondes. Mathias Dandois, il vient de gagner, t'as vu, son 10e titre de champion du monde de BMX. Non mais tellement sympa, et en fait ces mecs-là, c'est quand même une machine d'entraînement. Le mec il va devant le tribunal, le palais de justice, là-bas tous les jours, et en fait tu le vois, il y a des gens depuis qui m'ont dit ah bah j'y suis passé, je l'ai vu, et derrière sa relation avec Red Bull, son sponsor. C'est ça le gros apprentissage de cet épisode pour nous. Pour tous ceux qui bossent dans des marques, des médias, etc. Mais écoutez ça en fait, comprenez la relation que vous devez avoir, le futur de votre communication ne passe pas par la publicité dans des médias. Passe par des partenariats gagnants avec des personnalités qui ont la bonne aura, la bonne influence auprès du bon public. Et en fait, lui, il explique. Donc, tu as plein de créateurs de contenu, tout ce que tu veux, qui ont des sponsors. Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est qu'avec Red Bull, ça fait 8 ans qu'ils sont partenaires. Ça fait 15 ans. Non, 15 ans, pardon, n'importe quoi. Depuis 2008. 15 ans, oui, voilà, depuis 2008.
qui sont partenaires et en fait ils ont vraiment co-construit et grandi ensemble, c'est-à-dire que Red Bull a grossi ses équipes de sportifs et ses partenariats et ses dispositifs de partenariat avec les sportifs à mesure que lui sa carrière a grossi et en fait il explique à quel point c'est vraiment un partenariat gagnant et c'est toutes ces logiques de sportifs de haut niveau qui ont des sponsors qui sont des vrais partenaires pendant des années et en fait je pense que toutes les marques devraient réfléchir de cette manière avec des créateurs de contenu plutôt que de faire ce qu'on appelle des one shot, donc des trucs d'une seule fois avec des créateurs. Mais bon on pourrait parler de ça d'ailleurs, c'est un gros sujet. C'est vraiment savoir bien bosser avec ces personnes parce que c'est ce qui fonctionne maintenant. Tu dois rien imposer, tu dois proposer, te respecter. Clémentine Piazza, dernière phrase, juste Clémentine Piazza, on la repousse. Clémentine Piazza. In Memory. Donc Clémentine Piazza, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réenchante, j'ose le terme, le métier de pompe funèbre. Ok, elle explique qu'en fait, il y a une espèce d'énorme chape de plomb sur les pompes funèbres où tu as 2 très gros acteurs à chaque fois par ville qui ont l'intégralité du marché et qui font un peu régner la terreur sur le reste des indépendants. Et elle... Et qui en fait offre un service client qui est tout à fait déplorable et désuet. Et en fait, elle explique comment est-ce que tu peux accompagner ce moment du deuil d'une manière qui est vraiment la bonne manière sans avoir à choisir ton... comment tu dis le truc en bois là, ton cercueil, pardon, ton cercueil sur un catalogue et machin. Et en fait, elle explique comment... raconter une autre histoire de l'accompagnement du deuil, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui veulent pas cliquer parce que la mort, ça les angoisse. Et donc, c'est un épisode, je pense qu'à force, cet épisode n'est pas si sous-coté que ça. Mais nous, on voudrait vraiment que tout le monde écoute cet épisode parce que tu as une vraie sensibilité, tu as une manière de diriger son entreprise avec sensibilité qui est... ça raconte vraiment toute une autre histoire d'entrepreneuriat, je trouve. Mais je pourrais en citer tellement, en fait, quand je vois ça. David Corona, Dorothée Gilbert. On n'a pas parlé de Chloé McIntosh, mais cet épisode est chambé. Guillaume Gibault, l'épisode est très, très cool. Moi, j'ai adoré Olivier Dellenbach dans un registre plus... Il est plus sec, l'épisode. C'est très pro, mais en fait, la souveraineté, voilà. Thomas Clausel, t'étais pas là, je crois. Non, mais j'ai écouté, bien sûr. Moi, j'ai adoré Thomas. Ouais, exceptionnel. Je lui dis, mec, mais je comprends pas comment tu peux être aussi cool, les médecins. C'est pas sympa pour les médecins parce que c'est pas complètement vrai, mais c'est. Voilà. Donc, bon, après, tous les on autres. pourrait faire tous nos épisodes de l'année. Non, mais tous les autres, en fait, on pourrait en. Mais voilà. Trop Chanty numéro 2, David Bavrez. Moi. Allez, on arrête là. On va faire un petit jeu maintenant. Ok. Je change de chapitre sans transition, comme d'habitude. On a Lou qui travaille avec nous, qui est donc la productrice exécutive, comme on dit, de Génération Do It Yourself. Faut pas que je regarde. Si, mais ne fais pas autre chose, c'est plutôt ça. Nous a sélectionné quelques commentaires qu'elle a trouvés marrants ou sur lesquels elle aurait aimé qu'on fasse un peu des commentaires. Des feedbacks. Okay. Des feedbacks. Alors, le premier commentaire, c'est le fait que Emmanuel Macron avait cette pancarte qu'on voit ici dans la vidéo, juste derrière lui pendant qu'on enregistrait. Donc Macron avec en fond un grand panneau avec affiché sex. You have a great sex life on the internet. Voilà. Life is harsh. Your tequila shouldn't be. Donc c'est une pub, c'est une super pub un truc que j'ai acheté il y a longtemps, mais c'est le mot sexe qui dérangeait. Donc voilà, ça m'étonne que son équipe marketing ait laissé passer ça. C'est pas idéal en termes d'image d'avoir un président avec en gros le mot sexe derrière. Mais sans hésitation, meilleure interview d'Emmanuel Macron, c'est très enrichissant. Alors, ce qui est drôle, c'est la dernière phrase, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout été de cet avis. Mais alors, forcément, t'as autant d'aura. Je veux dire, t'as un truc qui fait autant de bruit, forcément, et puis sur un truc politique, tu vas forcément te faire déchirer de 50% et aduler 50%. Alors, tiens, je réagis. Moi, déjà, l'équipe marketing ou je sais pas quoi, faut juste voir un truc, c'est que notre studio, il est comme ça, et que, en fait, les gens qui viennent ici, tout président qu'il soit, il décide pas de ce qui va se passer dans Génération Do It Yourself, c'est important. C'est vrai. Je te vois, non oui. Alors, oui. Mais quoi, il nous aurait demandé de l'enlever, voilà. on aurait dit oui. C'est ce que tu veux dire. Et c'est exactement ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est du niveau de détail. Oui, c'est l'épaisseur du trait, si tu veux. Mais le fait est que son équipe marketing, son équipe de com, plutôt, a été relax à ce niveau-là, n'a rien dit, n'a fait aucun commentaire, si je puis dire, s'en foutait. Mais s'il nous avait demandé, on l'aurait enlevé. Je veux juste avoir cette transparence. Ok.
Oui, je vais déjà, pour être full transparent, puisque on est dans les confidences, ils nous ont pas demandé plein de choses parce qu'on avait posé les règles avant. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit on aimerait bien parler de ça, ça, ça et ça, mais on leur a dit nous on parle de ce qu'on veut quand même, mais ça et ça nous semblait intéressant, legit, etc. Et la seule vraie négo qu'il y a eu, c'est le jour de sortie. C'est-à-dire que moi je suis rentré de Corse. On a dérogé à notre immuable règle de ne pas sortir l'épisode un dimanche, mais de le sortir un lundi. Et c'était l'apprentissage d'ailleurs backstage de cet épisode pour nous et qu'on va vous partager là, c'est qu'en fait sortir un soir, alors le dimanche ils avaient un autre truc, un communiqué dans la presse quotidienne régionale, et en fait ils voulaient qu'on sorte le lundi soir parce qu'ils savaient qu'il y aurait des reprises dans le 20h le soir même, et dans les matinales le lendemain matin, et dans les quotidiens le lendemain matin, et comme c'est un long format, il y aurait beaucoup de reprises. Donc on a fini par accepter, mais honnêtement, il a quand même un peu fallu nous tordre le dos de bras et qu'il nous explique pourquoi. Mais sinon, voilà. Mais c'est après, je veux dire, ils ont orchestré leur semaine de com politique et au final, ils avaient aussi raison parce qu'on a eu un nombre de retombées presse hallucinantes, quoi. C'est-à-dire que pendant 72 heures, toutes les 2 minutes, mon téléphone ou le tien peut-être sonnait par un journaliste qui voulait avoir le contenu des extraits, un commentaire. Après, c'était une période très chaude politiquement, mais voilà. Next. Ok. On a du love, un peu trop bien ce podcast. Merci pour tous les autres. Je m'y suis mis avec Macron, ça c'est cool. Et c'est un régal de découvrir les X années d'archives. Merci pour la barre de rire sur son salaire de chef de projet à 100 Ishka. Ça doit être cool de bosser chez Cosa Vostra. J'ai pas compris à quoi on fait référence. Je crois que c'était sur Casquette Verte celui-là, non ? Peut-être, je sais Oui, pas. moi je demande les salaires des gens, j'aime bien. Je l'ai pas fait ce matin avec Choubam d'ailleurs, j'ai oublié. Mais... voilà. Alors j'ai un commentaire, question à la con, mais on peut y répondre. Sur un épisode, à quoi servent les casques si vous n'êtes que deux? Question à la con, c'est sympa pour non, mais personne. pardon, mais c'est pas contre la personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit commentaire. Ça va, c'est que Clément. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles on met des casques. Non, mais je pense que plusieurs personnes se posent la question. C'est pour ça que je le pose là. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles on met des casques. La première, c'est que quand tu mets un casque et que tu enregistres avec un casque, c'est quelque chose d'englobant. Ça crée une bulle autour de toi. En radio, on le connaît bien. Parce que c'est anti-bruit. C'est anti-bruit et puis tu as vraiment l'impression d'être dans un cocon, on est ensemble. La deuxième, c'est que quand tu diffuses un podcast sur des réseaux sociaux, en mettant en avant des shorts, 1 minute 30, ça montre aux gens qu'il s'agit d'un podcast. Tout le monde comprend qu'il s'agit d'un audio. Donc généralement, s'ils trouvent ça bien, ils vont aller chercher le podcast d'origine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire... Et la dernière, qui est aussi très importante, c'est que les gens, nos invités, quand ils parlent dans un podcast, s'ils n'ont pas le casque sur les oreilles, ils ont une tendance à faire ça, par exemple. Et donc à être trop loin de leur micro. Ou alors à parler... Donc là, je parle dans le micro, et puis à parler à gauche, et puis à droite. Ce que je fais tout le temps. Voilà. Et donc, quand tu as le casque, tu t'autorégules et t'évites de parler comme ça super loin, et tu reviens bien dans le micro pour avoir un son qui est pour moi une obsession, la qualité du son sur Génération. Pour le micro par Mathieu Stéphanie. Merci. Restez à la fin, il va vous faire de la ASMR, il adore ça. Là d'ailleurs, en parlant de ça, oh my god, je vais partir. Arrête, c'est ma phobie. Tais-toi, je veux plus t'entendre. Alors la suite, c'est un commentaire sur la vidéo YouTube, le documentaire. Je crois que c'est mon commentaire préféré, mon cœur sur la personne qui a fait ce commentaire sur Mathieu. En plus d'avoir une belle voix, il a de beaux cheveux. Facile de faire des commentaires. Sachant que le mec, tu vois, obsédé par ses cheveux tout le temps, c'est soit trop long, soit trop court, ça ne va jamais. Qui n'est pas obsédé par ses cheveux. Alors déjà, on a commencé ce podcast en disant... tu pourrais t'estimer heureux d'avoir des cheveux et d'en avoir Alors, plein. Alors, figure-toi que je pense que je dois avoir des cratères qui s'agrandissent, j'en sais rien, mais en tout cas, cette année, j'ai eu 3 auditeurs qui m'ont proposé de... Tu n'as jamais eu à faire d'aller-retour à la clinique du cheveu et t'as bien de la chance, donc... Non, c'est très bien. J'ai eu ce problème, mais bon, voilà. Il y a plein de gens qui adoreraient rêver d'être à ta place, donc je vais prendre le compliment. On m'a proposé de me payer des implants de cheveux, concrètement. Quoi d'autre ? Alors j'en ai un sur les anglicismes. Alors on va peut-être faire un petit point là-dessus. Super. Sur l'épisode avec Thomas Clausel. Alors Thomas Clausel, le pauvre, il passe l'être le plus clair de son tour aux États-Unis. Donc tu m'étonnes qu'il fait des anglicismes. Super épisode. Je ne sais pas qui se plaint des anglicismes, mais alors traduire chaque mot en anglais, c'est franchement pénible. Alors ça, c'est vraiment le commentaire le plus injuste. Pardon, je l'avais pas eu, mais de Génération du Turcel. C'est-à-dire que l'inverse
quand on ne le fait pas, alors je ne sais pas qui se plaint sur l'anglicisme, bah, nous on le sait qui s'en plaint. Enfin, je veux dire, Je encore. pense qu'il voulait dire traduire chaque mot en français. Bah oui, mais bon, malgré tout ça, moi j'ai eu un docteur, un médecin très sympa hier, qui ne bosse qu'en France, qu'avec des Français, et c'est la majorité des Français en fait, qui ne doit pas parler anglais, qui me dit scalable, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Bah, en fait, figurez-vous que mes parents, peut-être vos parents, beaucoup de gens écoutent Génération Do It Yourself et ils parlent pas anglais. Et moi, j'ai ce besoin de défendre aussi la langue française, d'expliquer ce que c'est, puis de faire évoluer les gens qui ne parlent pas anglais. Donc, je pense que pour un commentaire comme ça, où on me dit il faut pas traduire chaque mot, j'en ai 10 où on me dit il y a trop d'anglicisme et il faut traduire. Donc, ça, c'est toute la difficulté d'être créateur de contenu et surtout quand tu as un contenu qui grossit, enfin de plus en plus une audience qui grossit, c'est qu'en fait, tu n'es jamais dans le vrai. Oui, et puis il faut Toi, tu aussi l'as vécu, assumer, tu sais ce que c'est. Non, mais tout à fait, mais il faut aussi assumer que, voilà... Tu peux pas rendre tout le monde content. Déjà, et puis t'as énormément de tes invités qui viennent du monde des startups, de l'entrepreneuriat dans son sens le plus basique, et donc qui utilisent des méthodes de travail et de management qui viennent des États-Unis, et donc qui sont habitués, et ça peut être énervant pour tout le monde et pour eux-mêmes, je pense, mais qui sont habitués à avoir des acronymes qui sont en anglais, et en fait, et puis, voilà, c'est ce qu'on appelle la Startup Nation. Ouais. Mais tu vois, quand Et tu vois des gens qui c'est- disent la growth, qui se font reprendre à mort sur des mèmes sur Internet, enfin l'ARR, le MRR, Mais la après, growth, tu vois, parler d'ARR, MRR, les 3/4 des gens, ils savent pas ce que c'est, en Mhm. fait. Donc, je veux dire, traduit aussi, tu vois. Enfin, moi, je Exactement. pourrais complètement être de la team traduit, quoi. Mais bon. On a Ok. d'autres choses. Ouais, on en a un ou deux derniers. Encore une fois, sur le documentaire. Mais comme c'est trop bien, c'est trop bien d'avoir de vrais échanges de plus d'1 heure dispo sur YouTube. Pas certain que les moins de 40 ans regardent beaucoup, mais pour les vieux, c'est top. Et là, t'as un débat qui est... Alors, je te lis le débat. Quelqu'un qui répond: ah si, moi j'ai 29 ans et je confirme que les contenus longs, c'est trop bien. Ça continue. 29 ans, c'est plus si jeune, mais tant mieux si je me trompe. Et après, c'est votre traduction, je n'ai pas tenu tel propos, nanana. Bon, après, il s'engueule en commentaire. On est toujours le con d'un autre. C'est à mourir de j'adore rire. YouTube. C'est à Et mourir en de fait, rire. ouais, je vais te laisser réagir sur les moins de 40 ans qui regardent ça, mais qui regardent pas forcément ça. Mais nous, le très très gros de notre audience sur les vidéos longues sur YouTube, c'est entre 25 et 34 ans. Bah, de toute façon, les moins de 35 ans sur YouTube, c'est plus de 65% de notre audience. Donc les moins de 40 ans, on doit être à 75 ou 80%. Après, il faut juste vous rendre compte qu'il y a eu par exemple un monument qui est sorti cette année qui s'appelle Kaizen, qui n'était pas destiné aux plus de 40 ans. Il fait 2h20, Kaizen avec Inoxtag. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est juste que c'est pas tant YouTube l'important, la durée, c'est le médium. C'est que en fait, le principal commentaire qu'on nous ait fait sur Eldorado, sur le film qu'on a fait aux US, c'est qu'il est trop court. On est d'accord? Absolument. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait plein de contenus compagnons qui vont sortir petit à petit. Donc, toutes les interviews faites là-dedans vont sortir. Alors attends, je dis ça de manière un peu plus claire et précise. Ce documentaire qu'on a fait aux États-Unis, Eldorado, toutes les interviews, on a une 15aine d'interviews, on a tous les rushs, à chaque fois on a mis que quelques minutes, quelques secondes, on a fait comme la ligne édito de notre documentaire. On a au moins entre 10 et 15 interviews qui duraient à chaque fois entre une demi-heure et 1 heure, et on va publier l'intégralité de ces échanges sur YouTube. Donc Marc Lévy, Gad Elmaleh, Elsa de Seine qui est à New York, Ilana Beacera, le vendeur de le vendeur café de hot dog, le vendeur de café hot dog, le taxi, président d'un diner, le gérant d'un diner, le chauffeur de taxi, Amanda Sterz, bon, il est déjà publié. Non, je parle sur notre bateau, pardon, tu vas m'aider. Elsa de Seine, ok. Carlos Diaz. Toutes ces personnes, on va les sortir en intégralité, mais ça va devenir après. On aurait dû le faire en même temps. Mais je reviens sur ce commentaire. La durée, c'est pas une question de génération, c'est une question de médium. Les plus jeunes ne regardent pas la télé. Donc, il faut leur proposer des contenus comme ça, en podcast ou sur YouTube. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire encore plus en 2025. Voilà. Tout à fait. Et ça nous amène à la suite. What's next? Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je pense qu'on a bien bossé là. Et c'est bon, tranquille, on se casse. Non, on part avec l'argent, on part avec la caisse et terminé, non? T'en penses quoi, toi? Je suis forcément d'accord. C'est nul. Le travail, c'est nul. Non, moi, j'aimerais bien qu'on fasse plus de Club Med, plus de GR20, plus d'ouverture des pistes. En gros, ouais, bon, je suis d'accord avec toi. En substance que je viens de dire, quoi. Non, parce qu'à chaque fois, on tourne des contenus, donc c'est cool, quoi. Oui. En fait, c'est lié, en vrai. C'est ta Martine à la plage et ta Bozo le clown au Club Med, quoi. Non, parce qu'à chaque fois, honnêtement, au Club Med, on bosse. Sur le GR20, on bosse en plus. Non, mais... Arrête. Non. Tu ne fais pleurer personne. Arrête. Attends, on n'a pas bossé aux US? Bah si, aux US, on a fait que ça. Aux US, c'était... voilà, alors, vous voyez, regardez là. Une Clémence Le Pic encore dans ce stade. Quand elle est là, on bosse, mais quand elle n'est pas là, c'est les vacances. Bah évidemment. Il n'y a que moi qui fais voter tout le monde. Si tu veux, je suis assez la trimer, mais enfin, pas le sujet. Toujours est-il que se passe-t-il l'année prochaine? Comment on fait rêver tout le monde? Comment on inspire avec nos rencontres, nos idées, nos contenus, nos formats? Qu'est-ce qu'on propose? Des choses sur lesquelles, là, on arrive dans la partie où on a envie que tout le monde commente ce qu'on va dire maintenant pour avoir vos retours à chaud sur nos futurs projets, nos idées, nos ambitions. Non. Écoute, moi je pense qu'il y a un truc qui est assez un tournant important, mais pas là qui concerne tout le monde, c'est qu'on est dans un monde hyper angoissant. Et c'est vrai, hein, je suis désolé de faire retomber un peu le truc, mais on est dans un monde qui fait peur, que ce soit au niveau de la guerre, aux portes de l'Europe, mais encore plus proche, que ce soit au niveau des États-Unis, on ne sait pas ce qui va se passer, du Proche-Orient, etc., de l'IA qui va bouleverser tout ça. Et en fait, tous les médias te proposent beaucoup de contenu là-dessus qui sont que angoissants. Et nous, notre rôle avec Génération It Yourself et avec tout ce qu'on veut faire, je pense, c'est de se dire, tu es maître de ta destinée, tu es maître de ce que tu vas faire cette année. Nous, on est maître de ce qu'on va faire cette année. Et ce qu'on veut, nous, c'est proposer du contenu qui t'enrichit et qui est good vibe. C'est ce qu'on va faire. Et en fait, si tu es chez nous, avec nous, un compagnon, c'est notre promesse. On est d'accord, Clem, c'est ce qu'on va vous proposer. Et donc, pour ça, il y a plusieurs choses. C'est qu'on va dans de la découverte et on va aussi dans de la description. C'est-à-dire que, typiquement, on a un projet bureau, tu vois, et on y viendra tout à l'heure. Mais en fait, moi, je veux qu'on explique comment on fait les choses, comment on crée un bureau. Et donc, qu'on embarque tout le monde pour dire comment ça se finance, comment je fais les travaux, comment tout ça. C'est ça. Ouais. Et donc, moi, je veux évidemment qu'on continue ces podcasts Alors, as usual. J'aimerais préciser un peu la stratégie. Vas-y. Il y a deux choses. Donc, le sujet principal, le format principal, c'est Génération Do It Yourself, le podcast. Tous nos formats, c'est-à-dire en audio et en vidéo. Qui se déclinent en audio et en vidéo, évidemment, comme toujours. Et là-dessus, en fait, c'est notre cheval de bataille principal. C'est notre sujet principal. On a des très, très, très grosses ambitions de programmation, mais vraiment comme d'habitude, en fait. On va toujours plus loin, on lâche jamais rien. Rien qu'aujourd'hui, les 2 messages que j'ai reçus, un très, très gros américain, un très, très gros français. Ouais. Non, mais je veux rien que tu dévoiles rien. Je n'en dis pas plus. Pas de spoil. Mais en gros, voilà, l'ambition est toujours plus forte, toujours plus haut sur Génération Do It Yourself, que ce soit le contenu s'améliorer, faire toujours mieux, et la programmation de nos invités, aller toujours plus loin. Et ça, vraiment, on lâchera jamais rien là-dessus. C'est le truc le plus important. Toujours dans l'intelligence et toujours dans la performance. C'est ça. Et ce qu'on veut, c'est vous élever. Je veux dire, il y a beaucoup de contenu en ligne qui vous tire vers le bas. Nous, que nos invités vous élèvent. Oui, mais nous, ensemble. Ensemble. Tout devient possible. Pardon, je suis fatiguée. Elle est fatiguée, il va falloir qu'elle parte en vacances. c'est dans 20 minutes les vacances. On pourrait faire une petite parodie de nous-mêmes en discours politique, tu vois, en slogan politique. Ok, j'arrête. C'est décliné sur TikTok, c'est décliné sur Insta. Exactement. Voilà. Génération Do It Yourself, le podcast. L'autre grosse ambition, on a commencé à mettre 1 pied, 2 pieds dans la piscine en 2024. On teste. Et on est beaucoup plus loin qu'en phase de test, hein, bien sûr, mais nous, maintenant, toi, tu n'as plus qu'aux Avostrat. Ton objectif, c'est vraiment la création de contenu. On est en train de devenir notre propre entité de production et de développer, construire, concevoir de nouveaux formats vidéo. Exact. Et là-dessus, on a tout un tas d'ambitions sur tout un tas de narratifs qui sont
Oui. Avec deux niveaux, c'est-à-dire ceux dans lesquels on est présent. Tu as parlé de combien ça gagne, et voilà, et les films qu'on va faire, et ceux qu'on va produire sur lesquels on ne sera pas visible. Oui, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on fasse sortir de terre des nouveaux formats, des nouvelles chaînes qui n'existent pas encore et qui ne seront pas nécessairement animées par toi ou éventuellement par moi. Il y a des choses dans lesquelles tu seras, et en fait là-dessus, on a vraiment plein de projets qui sont en cours de travail. Là, on travaille très fort pour construire, pour poser. Là, on a eu un peu un vertige la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, je me mais souviens. j'ai commencé à essayer tous les projets qu'on a en cours, qui sont dans les tuyaux, sur lesquels on est en train d'étudier leur faisabilité ou non en 2025. J'ai essayé de mettre tout ça dans un espèce de calendrier. Voilà, avec des équivalents temps plein Avec aussi en des face. équivalents temps plein, Il va falloir etc. qu'on soit 68 dans 3 mois. Et si tu veux, c'est-à-dire que là, c'était l'équivalent de un lancement par mois. Avec, tu vois, en gros, il fallait qu'il y ait 60 jours par mois pour pouvoir arriver. Sachant à que sur l'année sortir tous passée, on ces n'a pas. contenus, Tu vois, typiquement, dans les choses, les gros wins, on n'a pas parlé de l'étincelle, quoi. Ouais, mais alors. On y reviendra, mais. Fin de la digression, ouais. on finira là-dessus. Parce qu'on a aussi des ambitions sur les formations, et en effet. Mais donc voilà, donc sur la vidéo, moi je voudrais juste dire très clairement qu'on a des ambitions qui veulent aller très fort. Parce qu'on a des sujets sur lesquels maintenant on est en train de comprendre un peu comment marche ce game aussi. Il faut l'assumer en fait. Comment produire des contenus qui aussi peuvent marcher, donc qui jouent par les codes de YouTube, etc. Et on a des formats et des contenus en tête sur lesquels vraiment on est persuadé que ça peut apporter beaucoup de valeur, que ça peut avoir sa place, c'est-à-dire c'est pas vu et revu et refait par 42 personnes. Mais c'est sûr. Et on a des convictions très fortes là-dessus. Et donc j'aimerais juste vraiment poser l'ambition aujourd'hui. On va essayer de tout faire et de trouver des bonnes personnes avec qui s'entourer pour nous aider, parce qu'on n'est pas assez aujourd'hui. Et c'est là où rebondissent Mathias Dandois avec ses sponsors, Inoxtag avec ses productions, ouais. Arthur avec ses IP. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tout ça, on le co-construit épisode après épisode, tous ensemble avec vous en public. Et tu vois, il y a 2-3 projets qu'on a, tu vois, sur... sans des détails, mais comment créer une licorne, ou d'autres sur peut-être comment créer tes bureaux, etc., etc. On va être vraiment dans de l'apprentissage et de la co-construction. Et en fait, là-dessus, en toute humilité, on part avec une question et on va y répondre en vidéo, tous ensemble. Et qu'est-ce que c'est le rêve américain ? Comment je fais Mais tout en étant... on fait du beau, on fait du divertissant, c'est-à-dire qu'on fait pas... on va pas faire des contenus qui sont juste face cam, on raconte un truc. Ah non, c'est pas la trompette. Les ambitions sont énormes. Enfin, c'est-à-dire que là, je le dis, je l'assume. Même pour nous, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que nos ambitions sont énormes. Oui, mais tu dis on ne connaît pas à la fois. Mais dans le sens, non, mais on a fait 2 marches l'année dernière. On a fait le GR20. Ouais, mais là, chaque nouveau pas, c'est une marche. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Mais voilà, c'est là où moi aussi je dis, si vous comprenez tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que vous êtes mais d'ailleurs que ce soit avec nous ou avec d'autres, vous êtes dans de la com, vous êtes dans une marque, vous avez envie de la faire connaître, trouvez des entrepreneurs, des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont dans votre univers et qui vous aimeriez bosser, et co-construisez des choses. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va co-construire des trucs pour répondre à des questions qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui nous obsèdent. Et ça, on va le faire sur YouTube, mais après, on a toujours des déclinaisons sur TikTok, sur Insta, sur Snap pas encore, sur YouTube Short, sur LinkedIn évidemment. J'ai passé un gros cap sur LinkedIn aussi cette année. Je l'ai jamais dit, mais... Quoi ? Tu sais pas d'ailleurs. Tu vois, c'est tellement c'est mon premier réseau social où j'arrive à 3 chiffres. Oh. Enfin, 6 chiffres. 3 chiffres. Tu penses vraiment que je le savais pas? Non, mais... Lol. Bref, 102 000, 103 000. Alors, bien. Qu'est-ce que ça fait à votre ego, Mathieu Stéphanie? Ça fait rien du tout. Mon ego, il va très bien. Racontez-nous. Il est en pleine forme. Dites-nous la vérité. Tu m'étonnes avec 100 000 abonnés sur LinkedIn. Non, mais attends, excuse-moi, tu tends le bâton pour te faire battre. Je suis obligée de te tacler un peu. Faut que vous alliez sur YouTube pour voir la tête qu'il fait là. Je vais me faire virer. Pardon, je suis en roue libre. Je suis désolée, je suis fatiguée. Quoi? C'est le moment où il faut savoir se taire. Pour le laisser se débattre. Le dernier sujet. Je reprends le contrôle de mon épisode. Le dernier sujet. Ça va? Ok. Le dernier sujet, c'est la formation en ligne. Donc, l'année dernière, on a sorti
ta première formation en ligne qu'on a fait en collaboration avec l'EDEC. T'as dit t'as, hein, moi je prends, hein, mais bon, c'est pas comme si tu n'y avais pas participé. Mais... Non, on peut dire nôtre. Je l'ai construit de A à Z, mais enfin, à part ça, j'ai fait 3 fois rien. Alors la fille qui va d'un bout à l'autre. D'abord elle dit t'as, en plus ensuite elle dit bam. Tu vois, tu lui rends un truc, t'es sympa après qu'elle t'ait... Bon, ok. Donc ta formation en ligne, Clémence Lepic. Notre formation en ligne en collaboration avec l'EDEC sur l'entrepreneuriat. L'étincelle, qui a fait un très gros lancement. On est très contents. En fait, la particularité de cette formation, la première particularité, c'est qu'elle est certifiante grâce à ce partenariat avec l'EDEC. Donc tu la suis en entier, tu pitches devant l'EDEC ton projet à la fin et tu as un certificat numéroté, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous, on a fait venir... tous les meilleurs. Les meilleurs vendeurs, le meilleur sur la marque, Fanny Moisan, Michael Benabou, Shubham Sharma, Maud Caillot, Edgar Gros-Piron. Et donc on a fait venir des top entrepreneurs, Jimmy Ferly aussi, Antonin. Des top entrepreneurs, personnalités qui chacun donne un cours sur leur gros sujet de prédilection. Et ça, c'est vraiment grâce à la force de Génération du Succès qu'on a pu faire ça. Je vais te répondre une chose, qu'elle ait eu un succès de ouf, c'est-à-dire qu'on l'a fait plus de 1000 ventes, enfin je sais plus, vraiment un gros truc. Je pourrais dire que je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, et je crois que c'est le cas pour toi aussi, c'est le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout. Mais et puis les trajectoires de vie que ça a changé, quoi. Enfin, je veux dire, le nombre de personnes, moi je m'étais engagé à faire, c'était quoi, sur les 20 premiers ou 30 premiers qui avaient fini, de faire un coaching d'1 heure avec eux. En fait, j'ai vu sur les 30, 25 personnes que ça a changé le cours de leur vie, tu vois. Parce qu'on s'est arraché, parce qu'on est avec les meilleurs et parce qu'on est l'étincelle. C'était vraiment l'objectif, mais du fait qu'ils sont passés souvent d'un job de salarié à une position d'entrepreneur, parce qu'ils ont assumé leurs idées, parce qu'ils ont trouvé un associé, etc. Et ça, c'est quand même, enfin, je sais pas moi à quel point tu le ressens, mais tellement gratifiant en fait. Tout à fait. Et non, c'est sûr. C'est sûr que ça, quand on a rencontré une bonne partie des premiers qui allaient avoir suivi les premiers prescripteurs, donc les premiers inscrits à la formation. Faut voir le jour où c'était quoi ? C'était le lendemain de la sortie de l'épisode avec Emmanuel Macron. Ouais, je sais plus, on n'avait pas dormi depuis une semaine. Ouais. Bref, et en fait, quand on les a tous rencontrés, c'était fou en fait de voir chacun l'impact que ça avait eu. Moi, il y en a encore à qui je parle tout le temps et tout, c'est marrant. Donc l'étincelle, ça existe toujours, c'est fou, vous pouvez y aller. Étincelle.io. Et donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir et si vous avez envie d'entreprendre, vous prenez le code DOIT, on va le remettre en marche et puis vous aurez une réduction. Et donc là, on est en train d'en construire une nouvelle avec l'EDEC. Peut-être on n'en dit pas plus. Elle va sortir, j'espère, deuxième semestre de 2025. On est au tout début de c'est pas sur l'entrepreneuriat, juste on n'en dit pas de plus. Donc c'est sur d'autres sujets. Il y aura aussi toute une partie de personnes qui sont des scientifiques, des médecins, etc. Et des vrais professionnels. La violence du truc. Non, ça va être fou. Ça va être fou, c'est sûr. Et on embrasse Robin qui a fait déjà Robin là-bas, le sang. Qui est le sang et qui est lui à l'origine de toute cette... de toute l'idée, toute la phase d'idéation, on va dire, de cette formation numéro 2 et qui est très fort là-dedans. Ouais. Et je pense que ça va être fou. On est encore, la montagne reste encore à franchir, à gravir pour construire tout ça, mais on est dessus à fond. Le dernier truc, c'est que moi, j'aimerais, sur cette dernière partie, avoir des retours et des commentaires sur qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on doit faire mieux, qu'est-ce que vous avez kiffé en 2024, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore, Mathieu surtout, parce que t'as rien à améliorer. J'étais en train de me dire que j'allais quand même te rendre hommage juste après, mais je vais peut-être me taire en fait. Non, ça va faire du bien, vas-y. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, voire plus, voire moins, sur nos contenus, nos univers, nos narratifs. Moi, je voudrais... je suis évidemment... Et écoutez combien ça gagne. Et écoutez, j'allais y venir, mais écoutez combien ça gagne, essayez, vous allez voir. Puis soyez surtout très indulgents, parce que quand même... Et voilà, c'est ce moment où elle a compris la technique. J'ai déjà pris un verre d'eau à la figure. Ouais, c'est ça. Non, merci Clem pour cette année, parce que c'était une année intense, super intense, vous n'avez pas idée. C'était chill. C'était chill, non, mais voilà,
la fin des US, le retour, mais tellement dur. Gérer, nous qui rentrons du GR20 complètement éclaté, et puis en plus quand tu rentres d'un truc comme ça, le GR20, juste à un moment, tu as vécu une semaine dans la nature, tu te dis, là, tous avec leur téléphone et leur machin et leur vie au quotidien, ils m'emmerdent en fait. Puis tu reviens dans une dure réalité avec Macron et voilà, il faut que des gens soient capables de te raccrocher là-dedans. Et puis bravo parce que ouais, ce lancement de Combien ça gagne, c'est exceptionnel. Et puis ces films qu'on fait, la qualité, tu lâches rien, tout le monde le voit pas, mais par moment, je dis bon, c'est bien, et pourtant je suis pas dans le good enough, mais toi, tu me mets vraiment le couteau sous la gorge. Pour dire non, là on lâche pas. Donc merci, Clem. Merci à toi. J'ai trop de chance. Et merci à vous. N'oubliez pas, je dis pas ça pour faire la voix tremblante et tout ça, mais on a besoin, enfin, vraiment de votre soutien, déjà au quotidien, vos messages d'amélioration, évidemment, tant que vous ne vous éclatez pas la gueule, c'est mieux, mais et de vos partages, en fait, on a la chance d'avoir des échanges très soudés avec des gens, mais vous n'avez pas idée, des grands patrons, des ministres, des gens qui nous envoient des messages hallucinants, on va pas les citer comme ça sans leur avoir demandé, mais qui écoutent même ces épisodes-là et qui nous soutiennent et qui nous partagent auprès de proches et qui nous aident au quotidien. Donc faites-le. Et alors là, pour le coup, je parle de ministres et de grands patrons, mais il n'y a pas de petites personnes autour de Génération It Yourself, il n'y a pas de petites personnes dans la vie. Partagez ces épisodes. Croyez en vous, quoi. Juste le message, c'est arrivé encore 2-3 fois cette année que je veux faire passer avec Génération It Yourself, qu'on veut faire passer, c'est pas que les gens qui passent ici sont meilleurs que vous, au contraire, c'est qu'ils sont pareils que vous, ils sont pareils que nous. Moi sinon, je me serais pendu depuis bien longtemps en fait, je suis juste à un dixième du succès de 90% des gens qui viennent ici. Donc dites-vous juste qu'à un moment, il faut une intention, il faut une envie, faut bosser. Faut pas se comparer, faut juste prendre ce qu'il y a à prendre dans les bons conseils et les bonnes idées et les bonnes vibes. Faut avoir le désir, l'envie d'aller dans ce truc. Repenser à Alexandre Jaguar. Faire des trucs qu'on kiffe pour avoir de la résilience. Et pousser. Prenez pas trop posez pas trop de questions autour de vous parce que le meilleur moyen d'avoir les gens sont toujours très contents de donner de leur avis. Ouais, mais surtout, en plus, si tu demandes leur avis à tout le monde, c'est le meilleur moyen d'avoir la mauvaise réponse. Ça, c'est certain. Et donc, allez de l'avant et vous allez voir, tout va bien se passer. On va voir ça. Hâte d'être en 2025. Merci à vous tous. Merci Clem. Bye. Bisous.